intitulé de poste qui est unique. Tu es Global Project Lead pour l'On-Demand Workforce chez Schneider. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que recouvre le scope finalement de ce poste et peut-être en remontant un peu le temps, l'histoire derrière la création de ce poste et quel a été l'élément déclencheur finalement chez Schneider pour être dans cette démarche vis-à-vis du freelancing? En fait, on a un collègue RH qui est parti aux États-Unis pour être DRH d'une division et il avait été frappé de voir à quel point aux États-Unis le freelancing est quelque chose qui est extrêmement développé. Et avec des études qui démontrent que c'est une aspiration non seulement profonde, mais aussi une réalité, et qui allait se développer de plus en plus. Il s'est dit, mais on est confronté à une pénurie de talents, pourquoi nous, Schneider, on veut absolument uniquement toujours penser ce qu'on appelle le buy, c'est-à-dire acheter des compétences en les faisant venir comme salariés, et pourquoi on ne s'appuierait pas sur des gens différents. Ce serait intéressant qu'on réfléchisse à ce qu'on appelle le pilier borrow en anglais, c'est-à-dire essayer aussi d'emprunter de la compétence de façon ponctuelle pour couvrir des besoins que l'on aurait en interne. Donc on s'est dit qu'il faut creuser, on peut acheter de la compétence, c'est-à-dire avoir des salariés qui viennent, évidemment on doit build, c'est-à-dire construire et développer les compétences en formant les gens en interne, mais aussi il y a un troisième axe, c'est emprunter cette compétence. Le freelancing, ça se faisait un peu, sous manteau. Et quand on conjugue ça maintenant avec des plateformes digitales qui font le matching, comme Malte, entre ces compétences externes, vous, les freelanceurs, et nos besoins en interne, ça commence à être très intéressant parce que pour les achats, ça veut dire qu'on contracte avec un seul prestataire ou quelques-uns, qui va sécuriser aussi la partie contractuelle, qui va permettre aussi de sécuriser les notions de cybersécurité qui sont très importantes dans des grands groupes qui sont victimes très régulièrement de cyberattaques. Il y a la réflexion sur la data protection, la data privacy, tout ça, il faut que ce soit bien calé. Et il faut trouver un moyen de contractualiser aussi qui soit simple pour nos managers, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas obligés de traiter un contrat avec chaque personne qui vient dans l'entreprise. L'intérêt pour nous, dans les grands groupes, de passer par des plateformes, c'est que ça nous simplifie la gestion administrative. Ça nous donne aussi, ce qu'on n'avait pas à l'ERH, c'est pour ça qu'on est intéressé, une grande visibilité sur les compétences qui viennent, en fait. Donc, on peut suivre avec eux quelles sont les compétences, quels sont les types de métiers. Et donc, ça nous permet aussi de piloter davantage cette espèce de pilier dont je vous ai parlé, le borrow, qui est d'emprunter des compétences. Merci beaucoup. Et de manière logique, l'idée, c'est d'avoir le pendant côté freelance avec toi, Samira. Tu mentionnais dans ton introduction que ça fait maintenant 5 ans que tu es freelance et tu travailles justement beaucoup avec des grands groupes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et si c'est une évolution que tu constates aussi, cette progression du freelancing au cœur des entreprises, avec quel type d'interlocuteurs tu interagis et comment le sujet du freelancing est pris et géré par les entreprises en interne? J'avais envie d'offrir du coup à mes clients une expertise, du conseil et travailler sur des projets valorisants. Alors moi aujourd'hui j'accompagne plusieurs groupes, des grands groupes tels que L'Oréal, Kering, le groupe SNCP, FM Logistique, sur différents projets digitaux, de transformation digitale également, ou de la refonte de stratégies digitales. Et c'est vrai que aujourd'hui, je suis contactée par le client final, toujours pour intégrer son service. Ça peut être le directeur e-commerce, le directeur marketing ou parfois même la direction commerciale. Perrine, est-ce que du point de vue de Malte et de ton poste avec la dimension globale et européenne qu'est la plateforme aujourd'hui, tu observes cette tendance globale à la collaboration grandissante entre entreprises et freelance, peut-être même entre grands groupes et freelance? Mais déjà en 2019, on estimait le nombre de freelance en France à 600 000, nombre qui avait doublé en 10 ans. Depuis on a le Covid, une formidable accélération du nombre de freelance. Donc on peut imaginer qu'on est bien au-dessus des 600 000 freelance aujourd'hui en France. Et sur Malte,
On a une communauté de plus de 700 000 freelances au niveau global, donc essentiellement européen. On a une empreinte essentiellement européenne. Et plus de 1500 000 en France, presque 450 000. Et on double depuis plusieurs années, tous les 2 ans, le nombre de freelances au sein de notre communauté. Donc on voit bien cette formidable tendance déjà depuis plusieurs années. Et puis côté entreprise, on voit un peu 2 dynamiques différentes. Les TPE, les PME ont déjà vraiment depuis de nombreuses années pris l'habitude de recourir à des freelances. Et ce qu'on voit, c'est depuis 2 ans, je dirais, une formidable accélération également au sein des grands groupes. Nous, chez Malte, on voit aussi cette transformation au sein des grandes entreprises dans nos discussions avec nos clients, avec nos prospects. Et d'ailleurs, je suis très en ligne avec ce que Marie expliquait. Nos interlocuteurs, historiquement, c'était les clients finaux, quand ça passe sous le manteau, beaucoup les directions achats, et ça reste aujourd'hui notre interlocuteur privilégié, on va dire, dans toutes les entreprises. Le freelancing est encore beaucoup perçu de la part des entreprises comme une prestation intellectuelle qui s'achète comme une autre. Et puis, de plus en plus, ce qu'on voit depuis 2 ans, donc c'est assez récent, c'est que de grandes entreprises comme Schneider Electric intègrent le freelancing dans leur stratégie de ressources humaines globales. Donc, perçoivent le freelancing de façon beaucoup plus stratégique que comme un achat de prestations intellectuelles et l'intègrent dans une politique de ressources humaines des talents. Donc, les entreprises ne considèrent plus, ne cherchent plus à attirer forcément uniquement des employés, mais cherchent à attirer des talents, quel que soit leur statut. Et ça, on le constate. On a évoqué déjà un petit peu cette question d'évolution, et tu en as parlé de la stratégie de recrutement, de recherche de talents des entreprises, de ne plus être autant sur cette notion de ressources, de combler des ressources, mais d'être à la recherche de compétences précises, stratégiques, où les entreprises savent qu'elles ne l'ont pas en interne, qu'elles ne les ont pas en interne. D'où la question d'aller les chercher auprès de profils experts. Samira, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette démarche? Est-ce que tu ressens cette évolution? Et question annexe mais liée, et Marie en a parlé dans sa keynote d'introduction, cette question de formation, comment est-ce que tu l'abordes en continu pour justement maintenir et développer ces compétences de pointe? Aujourd'hui, moi, lorsqu'on me contacte, on me contacte pour une expertise précise, pour des conseils, pour un accompagnement, pour des compétences que j'ai qui ne sont pas dans les équipes. Et ça peut être sur différents sujets de type gestion de projet, SEO, stratégie e-commerce, stratégie digitale. Et aujourd'hui, c'est clairement pour mes compétences, mais également pour cette casquette de double compétence que j'ai, à la fois business et technique. Aujourd'hui, je suis capable de gérer un projet avec ces 2 casquettes finalement, et c'est un profil assez hybride, rare sur le marché malheureusement, et c'est ce que recherchent les entreprises. Alors pour moi, la question de la formation est très très importante, et je me retrouve énormément dans les chiffres. Je passe en moyenne 5 heures par semaine à me former sur différents sujets. En général, je me fais une grosse formation par an. Justement, Perrine, comment est-ce qu'on accompagne cette transition autant du côté freelance que entreprise dans le rôle de Malte, et en termes de visibilité, quelles sont aujourd'hui les compétences les plus recherchées par les entreprises? Alors, il y a aujourd'hui beaucoup moins d'amalgame qu'avant. Le freelance est réellement un travailleur super qualifié, expérimenté. Plus de 9 freelances sur 10 se lancent dans le freelancing après avoir accumulé une expérience en tant que salarié. À l'image de Samira, donc comme 9 freelances sur 10. Et même plus de la moitié ont accumulé une expérience de plus de 7 ans. Donc on voit bien que ceux qui se lancent en freelancing sont vraiment experts dans leur domaine. Et en plus, alors je ne vais pas y revenir, on en a parlé, énormément de formation continue pour toujours rester à la pointe. Alors tu me poses la question des compétences les plus demandées par les entreprises. Historiquement, le freelancing s'est développé
autour de tous les métiers qui permettaient de fortement accélérer la transformation digitale des entreprises. Les entreprises venaient chercher ces expertises de pointe qu'ils n'avaient pas en interne. Donc, ça regroupe énormément d'expertises différentes, depuis les métiers de chef de produit, product owner, des projets de web designer, évidemment énormément de chefs de projet en IT, des développeurs, énormément de développeurs. Tout ça, ce sont toujours des métiers, des expertises extrêmement demandées. Très clairement, ce sont toujours des catégories très dynamiques. Et puis, depuis quelques années, on voit émerger également une forte demande sur des compétences extrêmement pointues et des compétences qui ont la particularité d'évoluer extrêmement vite et qui justement nécessitent une formation continue pour toujours se maintenir à la pointe. Je peux citer par exemple la cybersécurité. On reçoit vraiment depuis 2 ans énormément de demandes de la part des entreprises en cybersécurité. Et puis sans surprise, je pense que tu en as encore un exemple parfait, la data et l'IA. On parle que de ça en ce moment. On a vu une explosion également des besoins de 300% l'année dernière. Ça, on l'avait jamais vu sur aucune autre rupture technologique auparavant. Et on peut aisément comprendre que ce sont des expertises qui nécessitent réellement de se former en continu. On a l'impression que dans l'IA, toutes les semaines, finalement, une nouvelle technologie se développe et ce qu'on a appris il y a un mois est déjà caduc. Donc, très clairement, les entreprises font appel à ces compétences car ce serait extrêmement dur de recruter en interne ces expertises et les maintenir. Donc, ils préfèrent faire appel à des freelances externes qui sont à la pointe de ces nouvelles technologies. Marie, par rapport à cette évolution dont tu as déjà parlé, de justement aller vraiment sur la recherche de compétences précises, cette notion de borrow finalement, qu'est-ce que ça implique en termes de conduite du changement en interne chez Schneider finalement? Il faut apprendre à raisonner, non pas poste, mais compétences. Donc là, c'est un travail qui a à faire d'explication en fait. Alors ceux qui ont essayé, ils sont très contents, ils disent ah oui, je comprends. Mais les autres, ils se disent ah oui, donc il va pas être là 5 jours sur 7, je ne peux pas lui demander un poste complet, ça va être juste un bout. Donc ça veut dire aussi qu'il faut réfléchir en termes de mission, ce que vous connaissez vous par cœur, et non plus en termes, encore une fois, de poste complet avec bien sûr un corps d'intervention, mais des choses autour dans les entreprises. C'est comme ça que ça marche. Donc, je pense que ce qui se passe avec ceux qui ont fait l'expérience, c'est qu'ils voient à quel point vous pouvez apporter de la connaissance rapide. Alors, ils sont impressionnés aussi sur la capacité d'intégration, parce que ça fait toujours un peu peur de prendre des gens de l'extérieur. Est-ce qu'ils vont comprendre c'est ça la question. Est-ce qu'ils vont comprendre le business? Est-ce qu'ils vont comprendre la culture? Est-ce qu'il va falloir que j'emporte 50 000 gars alors qu'avant j'en avais pas beaucoup? Mais une fois qu'ils ont fait l'expérience, c'est positif. Et ce qui est très apprécié, c'est le regard aussi nouveau. Alors, évidemment, vous êtes toujours à la pointe de ce que vous apportez, mais vous apportez aussi un regard extérieur de par toutes les interventions que vous faites auprès de vos clients. Donc ça, c'est valorisé. Mais ça demande de la conduite du changement et à l'interne pour changer les habitudes. Sur cette envie de collaboration durable entre freelance et entreprise, on en a déjà un peu parlé et là aussi Marie l'a cité dans sa keynote d'introduction, le fait que 70% des freelances ont répondu dans l'étude qu'ils mettent en priorité le fait de construire des relations durables avec les entreprises. Et même pour un nombre significatif d'entre eux, 37%, cette notion-là va reposer sur l'importance de l'accompagnement et du suivi mis en place lors de la mission, qui sont fondamentaux. J'imagine que ce chiffre te parle, Samira. Tu travailles avec les mêmes groupes, certains mêmes groupes sur la durée. Comment tu envisages cette collaboration? Qu'est-ce que tu apprécies dans ce setup? Qu'est-ce qui fait que vous continuez à travailler ensemble? Je choisis mes missions en fonction du challenge, de mes compétences, de ce que je peux apporter et finalement de la valeur ajoutée pour l'entreprise. J'ai envie de dire, c'est une relation un peu win-win, gagnant-gagnant, aussi bien pour moi qui fait ma mission, et pour le client qui va avoir en face de lui une personne motivée, une personne qui s'intéresse à son projet, qui est animée par son projet
Et donc, c'est gagnant. Marie, alors tu évoquais la phase de test et d'expérimentation chez Schneider en cours. Donc la question pour Schneider se pose pas forcément déjà sur la notion de fidélisation ou d'animation d'un pool de freelance. Peut-être déjà, mais peut-être avant ça déjà, la constitution de ce pool de freelance. Comment est-ce que tu l'abordes en interne et quelle est la perspective qui est donnée à cette démarche finalement? Est-ce que d'entrée de jeu, il y a cette notion de collaboration durable qui est encouragée? Par rapport à ce que vous dites, nous, les freelanceurs, l'intérêt, c'est aussi qu'ils se sentent bien dans notre entreprise. D'ailleurs, c'est la question des managers. Comment on va pouvoir les intégrer rapidement? Et j'ai déjà on m'a remonté des cas d'une personne qui en a fait revenir 4 fois sur du marketing et communication. Et il a demandé aux freelanceurs, est-ce que tu as des copains ou des gens que tu connais que je pourrais recommander? On a 2 ou 3 cas aussi de managers qui ont recommandé le freelancer en disant il est super bon, faites appel à lui. Et moi, la vision que j'ai, et c'est aussi une discussion qu'on a eue avec Mal, c'est comment après on peut animer une communauté de freelance qui puisse mieux comprendre notre entreprise, ce que l'on propose, les compétences dont on a besoin pour que vous puissiez vous sentir partie prenante de cette aventure en sachant que votre choix, je crois qu'à 90%, où les gens ne veulent pas devenir salariés. C'est pas tellement le problème, c'est le temps où vous contribuez, vous puissiez apporter votre valeur ajoutée tout en vous sentant bien dans une entreprise. Cette notion finalement de relation durable, je sais pas si on peut dire que cela rebat les cartes du freelancing. En tout cas, ça va clairement dans la distanciation de l'image historique du freelancing sur des missions one-shot, comme on pourrait dire. Perrine, comment est-ce que Malte Renforce, épouse, accompagne finalement cet élan ou cette nouvelle phase, en tout cas, du freelancing? Après, il ne faut pas faire d'amalgame. Qui dit projet ponctuel ne veut pas dire que le freelance et l'entreprise ne cherchent quand même pas à se fidéliser mutuellement, à être engagés l'un envers l'autre. Et d'ailleurs, l'étude montre que plus de la moitié des freelances ont déjà effectué plus de 2 missions avec le même client au cours des 2 dernières années. De plus en plus de missions qui durent entre 6 mois et 1 an et demi. Évidemment, c'est aussi un corollaire de ce qu'on expliquait tout à l'heure de la pénétration du freelancing au sein des grandes entreprises. Donc, on voit vraiment émerger cette nouvelle forme de collaboration au sein des entreprises et des choix vraiment conscients de constituer des équipes hybrides au sein des entreprises. Donc une équipe hybride composée de salariés qui connaissent parfaitement le produit, la culture de l'entreprise et des talents externes, des freelances, qui apportent d'autres choses, qui apportent leur expertise de pointe, on en a parlé, qui apportent également des nouvelles façons de travailler, une agilité, et ça, ce sont des choses qui sont également extrêmement valorisées par les entreprises, qui peuvent avoir des taux de rotation de leurs salariés assez faibles, et donc recourir à des freelances, des talents externes, permet aussi d'intégrer des nouvelles façons de travailler. On disait tout à l'heure, qu'ils soient employés, qu'ils soient freelance, une entreprise aujourd'hui cherche à attirer et à retenir ses talents. Donc toutes les questions de marque employeur sont autant valables pour attirer et retenir des employés que des freelances. Et on voit, nous, des entreprises développer des vraies stratégies, alors non seulement pour attirer les meilleurs talents, mais aussi pour les retenir et pouvoir compter sur eux pour d'autres missions. Le dernier grand thème qu'on avait envie d'aborder, c'est la question un peu incontournable du contexte économique et de la notion financière qui est finalement incontournable dans la collaboration entre freelance et entreprise. Samira, comment est-ce que tu abordes cette notion de négociation, de tarifs journaliers, qui est d'ailleurs une question qui est souvent abordée avec notre Freelance Advisory Board. Peut-être que tu pourras en dire quelques mots après, Perrine. Voilà, comment tu abordes ce sujet qui n'est pas forcément douloureux, qui fait partie de la collaboration? Depuis la Covid-19, on a de plus en plus d'entreprises qui cherchent à travailler sur des nouveaux projets,
à adopter une stratégie un peu plus digitale. Donc, en tout cas, pour ma part, je ne ressens pas de ralentissement. Sur la question du TJM, c'est quelque chose que je revalorise, on va dire, annuellement. On pourrait limite le comparer à l'augmentation annuelle dans le salariat. Et en général, cette augmentation, moi, je la propose sur un nouveau client. Sur le client que j'ai déjà, je reste au même tarif. Après, le choix, nous l'avons, nous, en tant que freelance. L'entreprise l'a également. Le choix d'accepter ou pas l'offre globale. Justement, comment est-ce que ce sujet est abordé, Marie, chez Schneider? C'est central, tu avais évoqué la question des achats déjà. Cette balance, cet équilibre finalement à trouver entre agence, cabinet et finalement la collaboration qui va passer par Malte avec les freelances. Si tu peux nous en dire quelques mots. Et il y a la question, mais est-ce que finalement ça ne va pas être un coût additionnel de passer par le freelance alors qu'on faisait du contracting? Donc on explique la différence entre, pour nous, le contracting et le freelance. Notamment, le contracting, généralement, c'est pour des missions beaucoup plus longues qui vont au-delà d'un an et qui sont plutôt récurrentes en fait. Du freelancing, c'est vraiment vous couvrir des besoins. Donc en fait, l'idée, c'est plutôt de montrer la valeur complémentaire qui sera apportée par du freelance plutôt que de comparer les coûts avec le contracting. Mais je pense que la réflexion qu'on essaie d'avoir, c'est la valeur que le freelancing apporte versus un coût additionnel. Mais cette notion du TJM qui est un peu nouvelle chez nous parce que quand on négocie avec les contracteurs, le manager, il négocie pas le prix, en fait. Bon, ça a été négocié par les achats. Là, il y a une discussion individuelle auquel ils sont pas forcément habitués. Mais quand le freelancer a démontré sa valeur, en généralement, c'est plus un sujet. Au niveau de changement des habitudes, pour des managers comme nous, c'est la réactivité qui est un problème. On s'est aperçu que des 2/3 des missions qui avaient planté, en fait, avec Malte, c'était la faute de Schneider. Et quand on a creusé, c'est parce que la mission n'avait pas été assez claire, mais aussi qu'ils n'ont pas répondu assez vite. Ils n'ont pas l'habitude de répondre dans les 48 heures. Donc là, on a un travail d'éducation parce qu'on leur dit, le freelancer, il est libre, en fait. Donc, il choisit ses clients. Et si vous répondez pas rapidement, vous allez perdre. Perrine, si on revient à cette question de contexte économique et d'inflation, comment est-ce que les freelances ont augmenté, ajusté, abordé cette question d'inflation par rapport au TJM? Et plus largement, parce qu'on aborde cette question dans l'étude, quel est l'impact du contexte économique ces dernières années sur le freelancing à l'échelle européenne? Ce que montre notre étude Freelancing Europe, c'est que la majorité des freelances ont ajusté leurs tarifs pour coller à l'inflation. Bon, cette moyenne cache des réalités extrêmement différentes d'un pays à l'autre. Par exemple, en Espagne, il y a eu énormément de revalorisation de taux, mais l'Espagne était un pays qui était plutôt en retard dans le freelancing, avec des taux pratiqués relativement bas par rapport aux autres pays européens. D'un autre côté, en France, on a assez peu de revalorisation, on a observé assez peu de revalorisation de tarifs pour coller à l'inflation. Il y a une statistique que j'aime beaucoup dans ce rapport qui casse aussi un peu des idées reçues, que les 3/4 des freelances estiment qu'aujourd'hui, en tant que freelance, ils gagnent autant, voire plus, que ce qu'ils gagnaient en tant que salariés. On a plutôt l'image inverse de devoir faire ce sacrifice financier quand on devient freelance. En fait, il n'en est rien. Au niveau européen, presque 70% des freelances ont confiance dans leur avenir en tant que freelance, et c'est même 75% en France. Donc, dans un contexte économique plutôt défavorable et très incertain, en tout cas, on voit que les freelances ont véritablement confiance en leur avenir en tant que freelance. Donc, ça fait écho aussi à ce chiffre qu'on communiquait tout à l'heure, que 90% des freelances ne recherchent pas aujourd'hui un emploi fixe, un CDI réputé plus sûr. Je verrais le freelancing comme l'aboutissement de tous les changements qu'on est en train d'observer aujourd'hui.
Schneider Electric est un parfait exemple. Voilà, dans 5 ans, toutes les entreprises auront cette vision stratégique du freelancing. En tout cas, on sera, je pense, dans un monde où on n'opposera plus le salariat et le freelancing. Ce sont vraiment deux façons de travailler différentes, complémentaires, qui ont toute leur place. Chaque salarié, travailleur, peut choisir à un instant de sa vie de travailler justement en tant que salarié ou en tant que freelance et fera des va-et-vient comme on commence aujourd'hui à l'observer. Donc les travailleurs deviendront beaucoup plus agiles dans leur choix de carrière. Et puis les entreprises également auront véritablement une gestion intégrée, globale des talents et non plus une gestion de leurs employés. Pour conclure cette table ronde, je vais demander à chacune d'entre vous de faire un exercice de projection. Comment est-ce que vous voyez l'évolution, ça fait un peu entretien professionnel, je suis désolée. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du freelancing en France, en Europe, dans quelques années, dans 10 ans, par exemple? Quelle serait la vision idéale? Et à contrario, est-ce qu'il y aurait des écueils à éviter, des obstacles qui se dessinent un peu, qu'il y aurait à surmonter? J'aimerais bien voir beaucoup plus de personnes comme Marie, des ambassadeurs de freelance au sein de structures, d'organisations, pour fédérer finalement toute une communauté. J'aimerais bien également voir plus de domaines d'activité, plus de métiers, des juristes, des fiscalistes, se lancer en freelance. Je crois fondamentalement à l'entreprise étendue, c'est-à-dire à la gestion d'un pool de talents open. Donc c'est exactement ça. Dans toutes les études qu'on peut lire là-dessus en stratégie People RH, c'est quand même quelque chose qui monte. Et c'est un fait de société aussi. C'est-à-dire qu'il y a des aspirations, c'est très vrai dans les jeunes, mais pas que chez les jeunes, une aspiration à de la flexibilité, à de la liberté et à choisir. Donc, comme on est dans un monde de grande compétition, si on ne laisse pas de la place à des gens qui ont décidé d'avoir de l'expertise différente et qui viennent de façon ponctuelle les entreprises, je pense qu'on va se faire distancier. Donc, ce qu'on va chercher, c'est vraiment l'expertise. Avec des gens qui se pluguent, qui arrivent et qui rentrent dans l'entreprise, qui comprennent et qui feront partie effectivement de groupes de travail. Donc ça, j'y crois beaucoup.